Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Notre invité est déjà dans ce studio, mon cher Titi. Il n'est autre que ministre Gassama Diaby. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Il y a un bon moment que l'opinion ne vous entend pas, que vous ne vous exprimez pas dans les médias. On considère cela comme un silence, en tout cas inquiétant, pesant, assourdissant, passez-moi l'expression. Vous étiez à Genève dans le cadre d'une mission gouvernementale pour représenter notre pays. Et de toutes le constat est quand même que vous suivez l'actualité. Vous suivez l'actualité de votre pays qui est confronté à de nouvelles convulsions politiques ici et là, des tensions qui entourent ce processus d'installation des conseils communaux. Votre silence inquiète, monsieur le ministre. Pourquoi? Par quoi peut-on l'expliquer, ce silence? Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais commencer cette intervention par une interrogation. Une interrogation personnelle, lancinante, troublante et gênante. Nous disons souvent en Guinée, on entend souvent les Guinéens dire « Je suis fier d'être Guinéen ». Alors, ici, je veux interroger les Guinéens. Chacun de mes compatriotes, c'est quoi être fier d'être Guinéen? Sommes-nous fiers de quoi? Du mensonge qui est devenu notre sport favori, de la haine qui devient de plus en plus le compagnon le plus fidèle des Guinéens, de l'injustice qui est notre quotidien national, de la discrimination qui est devenue une stratégie nationale, de la méchanceté, de l'exclusion qui est devenue notre arme favorite, de la pauvreté qui pervertit nos vies quotidiennes, de la misère qui humilie chacun d'entre nous, de la médiocrité qui est devenue culturelle, de l'impunité qui s'est érigée en norme suicidaire. Nous sommes fiers d'être incapables de nous aimer entre nous, Les grandes de nous gueules. respecter, d'unir nos intelligences pour sauver et rendre grand et fier notre patrie, la Guinée. Ou bien nous sommes fiers de nos capacités de haine, de fourberie, de roublardise ou de manipulation. Ou peut-être nous sommes fiers de nos potentialités inouïes et insensées de violence dégradantes et humiliantes pour chacun d'entre nous et pour notre pays. À moins que nous soyons fiers de nous voir sombrer dans la misère avec comme prime sordide la haine de l'autre et tout le cortège de violences honteuses et d'injustices que cela engendre. Peut-être nous sommes fiers aussi de l'humiliation. Nous aimons nous humilier entre nous. Nous sommes hussés sur nos bûchers de vanité après avoir trahi un peuple en souffrance qui s'adonne lui-même à sa propre autodestruction au nom des causes qui n'en sont pas une. Au nom des hommes et des femmes qui les aiment moins que eux-mêmes et leurs intérêts. Peut-on être fiers quand les victimes esselées, attristées, anéanties, s'accumulent sans justice, sans compassion, puisque de toute façon, pour leur bureau, elles n'ont que ce qu'elles méritent, dépossédées qu'elles sont de leur humanité et de leur dignité. À tous ces bourreaux et à leurs complices, détruisez ce qui vous reste de votre humanité. Je ne sais au nom de quel intérêt. Ce couteau, ces fusils, ces haches que vous pointez sur le corps innocent de vos victimes se retournera contre vous demain. Sûrement demain, vous n'aurez plus de voisins, plus d'amis, plus de frères, plus de compatriotes pour vous défendre et vous protéger. Vous voulez être seul, vous finirez sans défense. Quelle tristesse que ce pays prédit pour la bénédiction soit si constant à se laisser manipuler et entretenir sa propre destruction maléfique. Je ne sais pas de quoi nous sommes fiers de ce pays ou d'être Guinéens. Nous pouvons être fiers peut-être de ceux qui nous ont fait accéder à l'indépendance. Eux doivent être fiers. Le président Ahmed Sékou Touré et tous ses compagnons, les Saïfoulaye et tous les autres, les Mafori Bangoura et tous les autres. Mais nous avons fait quoi pour être fiers d'être Guinéens alors que chaque jour nous sombrons dans l'inhumanité, dans l'injustice et nous aimons nous humilier entre nous? Ouais, très grave, un ton grave. La question. Mais il y a des propos bien graves que je lis que je lis en écoutant Monsieur le ministre ce matin. Vous parlez d'une tristesse d'un pays prédit à la bénédiction qui se laisse manipuler.
Est-ce qu'on peut en savoir davantage dans le contexte actuel où on voit des affrontements, l'opposition qui annonce bientôt une manifestation et c'est pour demain, qui manipule qui finalement? Écoutez, tout le monde manipule tout le monde. L'agneau de sacrifice, c'est le peuple, les citoyens. Le jeu est simple. Nous sommes dans un système démocratique qui, a priori, est structuré. Il y a des citoyens qui votent pour des projets de société. Oui. Mais à partir du moment, a priori, à partir du moment où on est dans un système qui est biaisé, il n'y a pas de citoyens. Il y a militants appartenant à la communauté X, militants appartenant à la communauté Y. Le jeu démocratique est biaisé. Et ces citoyens, ces militants, qui ont renoncé d'ailleurs à leur liberté de La citoyen. faute à qui à la fin du compte? La faute aux d'abord, politiques. la faute d'abord aux politiques, Oui. mais ensuite Oui. à ces militants, Ouais. à ces citoyens qui ont décidé de renoncer à leur liberté critique Ouais. et de faire en sorte de regarder ce qui est de leur intérêt. Ouais. À partir du moment où nous disons... Mais comment comprendre aujourd'hui que ce peuple est passif, monsieur le ministre? Je veux aller... Parce que, voilà. je veux dire, le mal est profond, c'est très grave. Les grandes gueules. D'être passif, Oui. Lamine Guirassy, il dit quelque chose de plus grave. Oui. Des militants qui ont renoncé à leur liberté. Absolument. Moi, je veux bien comprendre par quel mécanisme, par quel procédé. Est-ce qu'on peut ainsi renoncer à sa liberté? Est-ce que c'est une responsabilité personnelle? Ou est-ce que de l'autre côté, il y a des acteurs comme l'État, comme vous, qui êtes ministre de la citoyenneté, de la Les réconciliation, grandes gueules. mais également ces acteurs politiques qui faillissent à leurs devoirs. D'où la question de tout à l'heure, c'est qui le coupable dans cette situation noire que vous dépeignez? Écoutez, il y a deux réponses. La première, sur le principe, la question est claire. Dans un État, dans un pays, la responsabilité première et principale incombe à l'État et au gouvernement. Si ça ne va pas en Guinée, le premier responsable, c'est l'État et le gouvernement. Une fois qu'on a dit cela, et qu'on n'a pas déconstruit les mécanismes qui sont en place, on n'a pas fini de régler le problème. Les grandes La gueules. chose, elle est simple. Nous disons en Guinée, Oui. de façon assez subliminale, le pouvoir serait de la communauté X. C'est du pipeau, c'est faux. On kidnappe cette communauté, on la piège, on la rend responsable de quelque chose dont elle n'est pas. À partir du moment où un pouvoir serait de la communauté X, pourquoi voudrez-vous que ceux qui ne sont pas de cette communauté X acceptent quelque chose de ce pouvoir? Et en face, on dirait l'opposition serait de la communauté Y. À partir de ce moment-là, pourquoi voudrons-nous que ceux qui ne sont pas de l'opposition acceptent quelque chose de cette opposition puisqu'ils ne seraient qu'identitaires? Nous sommes dans un engrenage identitaire. Et cet engrenage identitaire est construit à partir des mots qui sont quotidiens dans nos langages, dans notre pays. Les grandes Et gueules. là, la responsabilité première, c'est l'État. Qu'est-ce que l'État devrait faire? Nous l'avons dit et nous ne cessons de le répéter. La République, ce sont les lois. Notre difficulté en Guinée, c'est l'inapplication ou l'inapplicabilité des lois. On n'applique pas nos lois qui sont censées non seulement renouer ce lien de confiance entre les citoyens et l'État et sortir de cette théorie qui est une fanfaronnade qui consisterait à considérer qu'un pouvoir appartiendrait à telle communauté alors que nous savons que c'est un mécanisme systémique qui est là et qui est sur le dos de nos concitoyens. La loi nous permettait de sortir de ce fantasme et l'application de cette loi, nous le disons, elle est absolument compromise dans notre pays et cela met en péril la cohésion nationale et l'unité de notre pays. Mais si elle n'est pas déjà touchée, hein, monsieur le ministre, c'est très important. Allez-y. La pesanteur n'est pas seulement que politique ni sociale. Il y a aussi le rôle des religieux dans la stigmatisation du pouvoir. On entend depuis des dizaines d'années dans ce pays que le pouvoir est donné par Dieu. Et donc, de ce fait, force à la loi est biaisée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aussi situer la responsabilité des discours religieux dans la situation que nous connaissons? On est à la fin ce matin. Les grandes gueules. Effectivement, je ne sais pas ce que... Je comprends votre analyse, que je partage, mais en réalité, on ne sait pas ce que c'est que le discours religieux. Ouais. A priori, un discours religieux,
c'est un discours qui est basé sur les préceptes religieux, Ouais. d'accord, sur les règles religieuses, sur les Effectivement. principes religieux. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des langages émanant de religieux. Ben quel oui, langage, Roby? en fait, Sois tout ce explicite qui... quand même. Oui, mais Ah oui. le pouvoir vient de Dieu. Mais c'est n'importe Quand la religion s'implique Non. dans Là, le ça politique, glisse. non, Ça glisse. pas. Laisse-moi poser ma grandes question. gueules. Ah ben oui. Quand la religion, Je ne comprends quand la rien. religion s'implique Oui. dans le politique, lorsque des prêches dans les mosquées, lorsque les prêches dans les églises disent que le pouvoir est l'émanation de Dieu, est-ce que mais vous croyez, est-ce qu'à un moment c'est la donné, vérité, mais est-ce oui. que permettez-moi, Mais ça glisse. arrêtez-moi de Mais non, mais attendez. est-ce qu'à un moment donné, Oui. nous ne diminuons pas la force de la loi qui est censée réguler nos sociétés, monsieur le ministre? Je pose la Écoutez, question, d'abord, monsieur le nous ministre. sommes dans un pays Bah, où la- vous- Mais non, mais je comprends pas. Honnêtement parlant, quoi. Honnêtement. Allez-y, monsieur le ministre. Ben oui, il peut comprendre. Ben oui. Roby, je peux il est répondre. au fond du trou ce matin. Honnêtement parlant. Nous sommes dans un pays comprends pas. où cette question, a priori, est réglée. Nous sommes dans un pays laïque. Ce que vous dites, ce ne sont pas des discours religieux, c'est l'intervention des religieux dans la sphère politique. C'est ce que j'ai dit. À partir de ce moment-là, c'est pas un discours religieux, c'est que les religieux s'interfèrent C'est ce qu'on dit. dans le On dit la même domaine chose. de la politique. Et d'ailleurs, on voit les conséquences. Mais oui, voilà. On voit les conséquences. Alors Et là, voilà. Alors En ce moment-là, leur responsabilité est aussi. Madame Lamine qui pense que je glisse. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette pesanteur-là n'est pas un aspect, c'est pas un véritable problème dans la régulation des crises, ceux qui sont censés, à un moment donné, être des acteurs qui s'interposent entre les deux entités, c'est-à-dire les politiques et le social qui se battent, est-ce qu'ils n'ont pas fini par décrédibiliser à un moment donné leurs paroles publiques? Ben, je le redis, a priori, la République de Guinée n'a pas besoin des religieux. Ce sont les lois de la République qui sont là pour nous protéger. Et le problème, la difficulté, on aurait pu penser... C'est mal posé la question, Roby. C'est ça, ben oui. Hein. Les grandes Allez-y. gueules. Allez-y, monsieur le ministre. Ben oui. On aurait pu penser Oui. que l'intervention des religieux ne serait souhaitée que lorsque toutes les précautions légales et républicaines auraient échoué. La chose à laquelle on assiste, c'est que les religieux, alors il ne faudrait pas généraliser de façon absolue, mais que les religieux participent eux-mêmes à la décrédibilisation et à la destruction du socle républicain. À partir de ce moment-là, le magistère moral qu'ils auraient pu incarner, ils ne l'incarnent plus, puisqu'ils deviennent eux-mêmes le problème au lieu d'être la solution. Voilà. Le ministre Khalifa Gassama Diaby. Je voudrais quand même revenir sur la question d'Abaka qui n'a pas été répondue. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur le ministre. Ben oui, je fais des relances. Merci beaucoup. Voilà. Merci. On est à la fac ce matin. Ouais, merci beaucoup. Bien. Et c'est vrai que j'ai été suffisamment interpellé pour le silence et pour en me disant, par exemple, pourquoi vous n'êtes pas allé encore à Kindia. Je rappelle que je suis un natif de Kindia. J'y ai toute ma famille. Et je voudrais vous dire ceci. Et quand on me pose cette question, je réponds aux personnes, qu'est-ce que je vais aller dire aux victimes? Qu'est-ce que je vais aller dire à ceux qui ont subi l'injustice de la violence et qui attendent la justice? Nous savons qu'il y a eu d'autres victimes déjà dans ce pays qui n'ont toujours pas eu de justice. Alors je dis aux gens, je suis gêné d'aller face aux victimes pour leur dire acceptez encore. Je dis non. Il revient à l'État de rendre justice. Et que ceux qui ont commis des violences en répondent. On ne peut pas continuer dans ce pays à accumuler les victimes avec les salam aleikum et en disant aux victimes pardonnez, on verra pour la prochaine fois. Les grandes gueules. Il faut que ceux qui ont jouer de façon irresponsable et monstrueuse de la violence, que ce soit à Kindia ou dans d'autres contrées de notre pays, la question est simple.
on doit pouvoir les identifier. On ne peut pas continuer dans ce pays à être dans la fatalité, c'est fait, on passe à autre chose. Les victimes de Kindia, comme celles de Conakry, ou chez nos compatriotes en Guinée, dans la forêt, en Haute-Guinée ou en Moyenne-Guinée, il faut que cela s'arrête. Alors, moi, je dis, je veux bien y aller, mais il faudrait qu'on ait la garantie dans ce pays et que les victimes doivent pouvoir être d'abord dédommagées, mais que les coupables soient arrêtés. On ne peut pas, c'est absolument inacceptable dans ce pays que les gens se lèvent à détruire les biens. Monsieur le ministre, je me permets de finir, madame, s'il vous plaît. Que les gens se lèvent à détruire des biens de nos concitoyens. Ils ont mis des années à constituer ces biens, et puis le lendemain, on dise, bon ben, il faut retrouver les gens et dire pardonnez, c'est fait, il n'y a plus rien à faire. Ce n'est pas possible, il faut que cela s'arrête. Alors, monsieur le ministre, est-ce que dans ce cas, avec tout ce que vous venez de citer, vous êtes gêné d'appartenir à cette équipe qui, quand même, n'arrive pas à répondre à ses besoins, c'est-à-dire identifier les coupables quand il y a meurtre, quand il y a saccage? Ça fait des années, combien de manifestations des Guinéens sont tués? Aujourd'hui, il y en a 90 ou plus. Jusqu'à présent, pas de justice, les victimes ne sont pas indemnisées. Est-ce que vous êtes gêné d'appartenir à cette équipe qui ne fait pas face aux vrais problèmes des Guinéens? La question, c'est pas la gêne, la question, c'est que je conçois les grandes gueules. Une chose, c'est que je ne trouve pas normal, je ne trouve pas normal que le gouvernement et l'État, dans son ensemble, ne puissent pas rendre justice aux victimes. C'est très clair, c'est d'abord illégal, et en plus, c'est une responsabilité politique qui nous incombe, et je crois qu'on ne pourra pas échapper à ce principe, à cet impératif de rendre justice aux victimes. Mais justement à ce stade, parce que ce ne sera pas une première fois qu'on vous écoute, quand même, ça continue, des Guinéens qui continuent à mourir, monsieur le ministre. Je ne sais pas, on vous écoute, le constat est là, mais après, au niveau des actes, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que on doit déjà je ne sais pas, on est désespéré, est-ce qu'il ne faut pas déjà compter sur ce pouvoir qui ne peut même pas justement rendre justice? Au-delà des mots, comment est-ce que vous concevez ce qui est en train de se passer? Quel acte vous posez? Est-ce qu'un jour on peut vous voir claquer la porte? Parce que dans vos mots, on sent l'indignation. Je ne sais pas, vous êtes indigné, désespéré, mais quand même, qu'est-ce qui explique votre présence, monsieur? Les grandes gueules. Oui. Écoutez, si cela doit arriver, c'est certainement pas dans ce studio que je le dirai et pas à vous. Ce que je veux dire, quand je dois prendre ma responsabilité, le moment venu, je la prendrai. En attendant, je me bats, je veux porter cette voix des victimes, je veux la porter dans le gouvernement, je veux la porter parce qu'il faut aussi la porter. Vous dites des actes, mes actes à moi, c'est aussi de porter cette voix. Je ne suis ni juge, ni responsable de la justice, ni de la sécurité. Je fais ma part de boulot. Ma part de boulot, c'est de mettre le doigt sur ce qui n'est pas conforme ni aux principes de la République, ni aux lois de la République. Bien entendu, vous avez le constat, vous nous posez vous-même, les victimes s'accumulent, elles n'ont pas de justice. Cela ne peut pas continuer et cela n'est pas acceptable. C'est un constat qui m'attriste, parce que je crois que nous pouvons rendre ce pays plus grand, cette nation plus grande, en donnant sens à nos lois et aux lois de la République. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je le regrette. Si cela ne change pas, et bien entendu, ça suppose que notre pays aurait des problèmes sérieux demain. Puisqu'on ne peut pas continuer, à accumuler les victimes et à en attendre d'eux de rester impassibles. Donc la responsabilité de la violence, en dehors de ceux qui eux-mêmes commettent la violence, qui sont les premiers responsables, il faut le préciser. Ceux qui, parmi nos concitoyens, se lèvent, je ne sais au nom de quel combat assez mystique, pour aller s'en prendre à d'autres, en dehors de leur responsabilité. La responsabilité de cette continuation de la violence incombe à l'État, puisqu'il n'arrive pas à mettre fin. Et la seule façon de mettre fin à cette violence est justement d'appliquer dans toute sa rigueur ces lois, et hélas, cela n'est pas fait. Voilà. Le ministre Khalifa Gassama Diaby, ce matin, notre invité, le grand oral. Allez-y, Moussa Moïsila. Votre analyse en profondeur, monsieur le ministre, sur ces accords politiques, nés donc au lendemain des élections communales, il y avait des différends. Donc les partis politiques, après 8 mois, les principaux se sont retrouvés pour signer un accord qui concernait donc un certain nombre de circonscriptions. Aujourd'hui, avec l'installation des exécutifs communaux,
la plupart des préfectures semblent être en effervescence. Kindia, pour ne pas citer aussi Kintinia, pour ne pas citer Guéassour, Lola, un peu partout, il y a des problèmes. Alors, votre analyse d'abord sur ces accords politiques, au regard de la loi, est-ce que ça viole la loi ou pas? Ensuite, votre point de vue sur le jeu des politiques, parce que c'est de cela dont il est question, qu'il est question aujourd'hui. Des politiques qui s'entendent, qui s'accordent à ne pas s'entendre. Et les conséquences de leur mésentente rejaillissent sur toutes les populations et fissurent le tissu social jusqu'à opposer les voisins qui ont longtemps vécu ensemble, comme ce fut le cas de Kindia, monsieur le ministre. Écoutez, je regrette peut-être de vous décevoir sur la première partie de la question. Je n'ai aucune analyse à faire sur l'accord politique. Je crois qu'on échange sur certaines questions. Vous connaissez ma position sur la politisation de ce pays. Ça ne m'intéresse pas. Ce que moi je dis, c'est que les acteurs politiques ont une responsabilité vis-à-vis du peuple. Et que quel que soit l'acte qu'ils posent et qu'ils décident de poser, je conçois une chose qui est à noter. S'il y a une démarche qui consiste à permettre aux uns et aux autres d'aller vers la sortie d'une crise, d'aller à l'apaisement, cette démarche est à saluer. Mais je crois que la meilleure solution dans un pays, et cela commence dans la cellule familiale, c'est le respect des lois, le respect des lois de la République. Si les lois sont respectées, nous pouvons éviter demain de nous retrouver dans des situations où évidemment nous sommes tenus d'arriver à des situations qui, aussi légitimes soient-elles, auraient pu être évitées dans un certain nombre de cas. Mais le problème de fond, il faut le dire, et que cela soit entendu. Nous avons perdu la portée et le sens des élections dans notre pays. Nous n'avons pas inventé l'élection. Le système électoral démocratique est quelque chose de simple. Vous allez voter sur des projets. Vous allez voter en tant que citoyen. Et cela veut dire que vous perdiez ou pas, peu importe, parce que de toute façon, celui qui arrivera au pouvoir aura la même obligation de protection, de défense vis-à-vis de vous, de vos droits, de vos libertés et de votre dignité, que si c'était votre candidat qui allait... Les grandes gueules. Mais à partir du moment où le sens moral de l'élection a été perdu et qu'on ne vote que pour son camp, avec l'idée de départ d'ailleurs, qu'il n'est pas concevable que son camp perde, je ne vois pas en quoi, moi, et permettez-moi, excusez-moi du terme, moi ça m'emmerde les débats sur les élections dans ce pays. Parce que avant les élections, c'est des problèmes. Pendant les élections, c'est des problèmes. Après les élections, c'est des problèmes. Je voudrais simplement rappeler aux politiques que les Guinéens ne sont pas là pour les servir. C'est eux qui sont là pour servir les Guinéens. Et je rappelle aux Guinéens, si vous acceptez de devenir les moutons de sacrifice des politiques, demain vous en payerez les prix. Ça ne veut pas dire, attention, les grandes gueules. Il m'est moralement impossible de défendre l'idée qu'un peuple ou une fraction de peuple se soumette à l'injustice ou à quelque chose d'illégal. Mais je dis au peuple, il est possible de résister de façon pacifique. L'histoire l'a montré. Mais je dis aux Guinéens, de quelque bord qu'ils soient, face à une élite hichée sur son bûcher de vanité et qui a décidé coûte que coûte de tout faire pour défendre ses intérêts, et si vous les suivez, ils vous amèneront à l'abattoir et ils continueront à vivre. Bien. Alors, monsieur le ministre, on a bien évidemment assisté à un spectacle désolant la semaine dernière. Ce sont des déclarations de gauche à droite parlant de beaucoup d'argent qui ont circulé pour des faits de corruption de conseils communaux, pour des élections, pour des choix par-ci par-là, et du camp du pouvoir politique et du camp de l'opposition. Est-ce que finalement, on ne se dit pas que la population guinéenne se trouve piégée entre ces deux camps qui, à un moment donné, ont des discours contradictoires sur la corruption, mais qui baignent profondément là-dedans? Alors, il y a quelque chose qui m'étonne en Guinée, c'est que quelque chose qui est connu de tout le monde, lorsqu'on l'annonce, ça étonne les gens. Ça étonne qui? Que le système politique est corrompu, le système d'élection est corrompu. Les grandes gueules. Quand pendant les campagnes, Des aveux de ce genre. mais oui, mais enfin, J'ai déboursé 50 millions pour lui donner, il m'a promis son soutien, il ne l'a pas fait. Est-ce là la raison d'être d'une élection dans un pays démocratique? c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne vois pas en quoi ça étonne les gens, puisque c'est une réalité ancienne. Et ça se passe comme ça. Les grandes gueules. Et ça se passe sur le dos de ce peuple. Une fois qu'on a fini de faire cela, on dit aux gens, allez défendre quelque chose qui n'est pas de leur intérêt. Ce qui m'intéresse, moi,
ce sont les citoyens guinéens, nos compatriotes, en leur disant, appartenez au parti que vous voulez, défendez les principes que vous voulez, mais protégez vos vies, vos voisinages, respectez la dignité des autres. Si vous devenez l'instrument de violence, demain cet instrument se retournera contre vous. Pour le reste, la nature du système politique de ce pays, la nature corruptible de ce système, y compris vis-à-vis de ses citoyens, à qui parfois on donne de l'argent aussi pour faire d'autres choses. Alors nous sommes tous dans un système Les grandes qui gueules. est totalement perverti, et quand ça sort médiatiquement, on s'étonne, mais tout le monde le sait, c'est pas étonnant. Et hélas, ça vient se rajouter aux difficultés structurelles que nous avons déjà avec le système démocratique, c'est-à-dire les questions ethniques et identitaires. Quand vous rajoutez là-dessus la corruption morale là-dessus, je ne vois pas en quoi nous pouvons espérer que ce pays puisse retrouver une dynamique démocratique qui puisse servir le peuple. Sortez dehors, regardez les femmes qui sont dans les marchés et qui vendent pour avoir en fin de journée 5 000 francs ou 10 000 francs. Et vous avez une élite déconnectée de la réalité qui saoule les Guinéens avec élection, comme des cabris, comme si ces élections servent quelque chose aux Guinéens. L'intérêt est où? On sert ce peuple. Moi, je viens d'une famille modeste. Ma famille n'a pas vécu au crochet de cet État depuis 60 ans. Je viens d'une petite famille de Kinya, modeste. Je sais ce que c'est, se battre pour vivre. Et c'est le cas de 95% de nos concitoyens. Et vous avez une élite déconnectée qui est assise de l'autre côté et qui décide de taper du doigt. Et vous avez des citoyens, c'est 95%, parce qu'ils n'en ont rien à faire, parce qu'ils ont perdu je ne sais quoi, et qui décident de suivre cette élite. Ils vont se sacrifier, s'en prendre à leurs voisins, s'en prendre aux gens qui n'ont rien fait, parce qu'on a déjà décidé que ces gens appartiennent au camp de l'ennemi. On va s'en prendre à eux. Regardez ce qui se passe à Kindia. On va casser les boutiques des gens. On casse les boutiques des gens. Les gens ont mis des années à construire ces boutiques. Et parce qu'il y a des gens éloignés d'eux, et on décide que celui-là avec sa tête et son nom appartient à telle communauté ou à telle autre. On s'en prend aux gens dans la rue. On voyait des communautés X et Y tourner dans Kindia sur des motos. Quand les uns passent en cherchant les autres passent en cherchant les autres. On va s'en prendre à une dame qui a le malheur d'être la mère de quelqu'un. On prend son mari à soigner Kindia. Moi, je suis né à Kindia. Oui. L'hôpital de Kindia porte le nom. Il a soigné en soignant, il n'a pas regardé l'identité des gens. Et vous avez des gens qui se lèvent à Kindia et qui foutent le bordel et qui cassent leur voisinage au nom des gens qui ne verront jamais se battre entre eux. Jamais. Et qui disent je fais pour tel. Je dis aux Guinéens, vous êtes en train de creuser vos propres tombes et demain ne venez pas pleurer. Le mal vous le faites par vos mains. Et je dis à ceux de Kindia qui nous entendent, qui nous écoutent, aux jeunes, aux femmes, aux sages. Parce qu'il faut rappeler à Kindia, la violence commence par les mots. Moi, les politiques, ça m'est égal. Les partis politiques, ça soit de l'opposition, de la mouvance, ça m'est égal. Mais je dis ceci. Quand on commence dans une contrée à porter des propos discriminants et d'exclusion, il ne faudrait pas s'étonner de la violence. Et je crois que ceux qui portent ces propos à Kindia n'honorent ni la nation, ni la République. Et demain, même quand ils seront dans la tombe, l'histoire les rendra responsable de ce qui est arrivé à Kindia. Je l'ai dit et je le redis, il n'y a pas de Guinéens étrangers en Guinée. Ou alors on change la constitution, on met dedans, si vous n'êtes pas né de la préfecture telle, ne soyez pas candidat. Pourquoi on fait des gens candidats si on ne veut pas qu'ils soient chefs? Si on ne veut pas, dans ce cas, vous le dites avant le jeu. Ce qui est important, c'est qu'on se réveille. Et j'ai commencé par ça. Bien. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui. Je présente mes excuses à tous nos compatriotes et ceux qui se sont battus pour ce pays et qui passent leur temps à se battre. Moi, je ne peux pas dire de l'extérieur, je suis fier d'être guinéen quand je vois mes compatriotes se découper entre eux. Bien. Quand je vois mes compatriotes s'agresser entre eux. Quand je vois mes compatriotes cultiver la haine, je ne vois pas au nom de quoi je suis fier d'être guinéen quand on voit la violence dont les femmes sont victimes, la pauvreté dans le pays, l'humiliation que nous aimons. On est fier de quoi?
que le Guinéen réponde et que chacun s'interroge dans le secret de sa chambre ou de sa maison et que nous disons, ce voisin que vous agressez parce qu'il est du pouvoir ou parce qu'il est de l'opposition, il t'a fait quoi? Bien. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Les vérités crues de Gassama Diaby ce matin sur Radio Espace et dans les grandes gueules. Continuez à réagir. Un peu plus tard, on va essayer de relayer quelques messages en direct. Titi, on prend carrément le fil conducteur. Le fil conducteur, bien entendu. Parce qu'on parlait de l'incapacité de notre pays à maîtriser son processus de démocratisation. Ouais. Mais je voulais ramener le ministre dans le sillage du débat sur Kindia à cause de tout ce qui s'y est passé. Je voudrais quand même qu'on évoque ce qui un des facteurs déclencheurs de ce qui est arrivé. On ne peut pas du tout détacher ce qui est arrivé d'un certain nombre de discours qui ont été tenus dans cette localité. Je fais référence notamment à ce que l'imam central a dit avant l'installation du conseil communal local. Je fais référence aussi aux propos du Kontigi de la Basse-Côte. Est-ce que vous êtes indigné par rapport à ces propos? Parce qu'à l'époque, on ne vous a pas entendu là-dessus. Est-ce que vous considérez que ces propos ont contribué à exacerber les tensions qui ont fini par culminer à l'occasion de l'installation du conseil communal local et qui ont fini donc par provoquer ce qui est arrivé? Surtout en complément de la question d'Aboubacar Diallo, ce qu'il faut faire de ces notabilités, comment circonscrire leur rôle, parce qu'on sait que c'est partie intégrante de la nation et de la République, mais justement comment faire que leur rôle ne soit pas nocif. Voilà. D'abord, Aboubacar, je voudrais vous rappeler que j'ai déjà pris position sur ces déclarations de Kindia. Comment peut-on très sérieusement ne pas être choqué par ces propos? Moi, je suis né à Kindia. J'ai grandi à Kindia. Avec ces propos, je suis moi-même étranger à Kindia. Et parmi ceux qui défendent ces propos, parce que c'est juste une question d'intérêt politique, il y a aussi des gens qui demain... J'ai dit, pour Kindia, aujourd'hui c'est la communauté X qui est visée. On finirait par la virer de Kindia, la sortir de Kindia. Demain, ce sera la communauté Y. Ainsi de suite. Le mal, c'est le mal. D'où qu'il vienne, c'est le mal. Quelle que soit la personne visée, c'est le mal. Il est proprement scandaleux. Si nous voulons une nation, sauf si nous ne voulons pas une nation, il est scandaleux qu'on traite un fils de la... Les grandes gueules. d'étranger dans une portion de terre de notre pays. Moi, je le redis, l'appartenance politique des gens ne m'intéresse pas. Ce sont les lois de notre République qui sont intéressantes. Ou alors, on considère que cela est le cas. Dans ce cas, on l'acte dans nos textes juridiques. Et on sort de notre idéal de nation, qui est déjà totalement à terre. Alors, oui, ces propos ont contribué à exacerber la situation. Ces propos ne sont pas défendables. Pour quiconque est attaché à la nation guinéenne, à l'idée que demain nous puissions vivre ensemble, personne ne peut cautionner ce propos-là. Et lorsque vous tenez ce genre de propos, et que demain, comme ça s'est passé à Kindia, il arrive de la violence, vous devez vous interroger sur ce que vous avez fait. Et ce qui est grave, c'est ceux qui doivent porter ce magistère moral. S'ils se laissent aller à ce genre de déclaration, alors c'est bien difficile. Dès que vous dites cela, d'où vient ceux qui ont tenu ces propos? On dit ils s'attaquent à la communauté. C'est pas une affaire de communauté. Je dis à nos concitoyens, refusez ce piège. Quand vous critiquez un responsable, que ce soit un responsable social ou politique qui appartient à la communauté X ou Y, refusez le piège que ce responsable, pour se dédouaner, vienne vers vous en disant c'est notre communauté qu'on attaque. C'est faux. Bien, allez-y. Les grandes gueules. À la lumière de cette description sombre que nous faisons de notre cohésion sociale ce matin, et à la lumière des contentieux liés à ces communales, l'opposition appelle à une manifestation demain. Alors, on sait déjà comment ça se passe
Nous avons déjà assisté à plusieurs morts, plusieurs blessés et plusieurs dégâts, des dégâts matériaux. Est-ce qu'aujourd'hui, l'appel de l'opposition à manifester demain est la bienvenue? Écoutez, moi, il ne m'appartient pas de juger de l'opportunité ou pas d'une manifestation de l'opposition. C'est un principe de légalité. Si les conditions procédurales que la loi fixe sont respectées, la responsabilité incombe à ceux qui organisent la manifestation et aussi, surtout, en premier lieu, à Les l'État grandes gueules. encadrer cette manifestation. Il n'est pas de ma responsabilité de dire si c'est bien ou si c'est pas bien, que chacun assume sa responsabilité. Ce que nous disons simplement est que chacun doit veiller à ce que la vie de nos concitoyens soit protégée. J'ai l'impression qu'en Guinée, la vie humaine n'a pas de prix. Ça ne coûte rien du tout. Hein? Vous entendez des morts et vous passez à autre chose. Si nous, dans notre pays, nous ne respectons pas la vie de nos concitoyens, je ne vois pas comment les autres nous regardent, puisque mourir n'a pas de sens, n'a pas de portée, alors que chacun assume et que chacun veille à ce que l'exercice des droits constitutionnels soit effectif, mais qu'en même temps cela se passe dans un cadre qui puisse permettre aux uns et aux autres de retourner tranquillement dans leur famille sans dégâts. Vous étiez à Genève, on l'a dit, dans le cadre d'une mission sur les droits de l'homme. Comment cette mission s'est-elle passée? Bien, et rappelez-nous des mots aussi, en quoi a-t-elle consisté? Comme l'opinion le sait par le passé, la première semaine du mois de novembre est consacrée à la CNACIP, la Semaine nationale de la citoyenneté. On vous a entendu à la clôture de l'édition de l'année dernière déclarer que vous n'allez plus organiser la CNACIP. Et pourtant, on sait que c'est une occasion formidable pour nos concitoyens, et cela, ils l'ont démontré à l'occasion des 2 premières éditions, de se mobiliser massivement autour de cette initiative. Est-ce que vous maintenez votre décision de ne plus organiser la CNACIP? En tout cas, on est qu'à une petite semaine de cette semaine. Comment tout cela va se passer? Écoutez, à Genève, on était devant le comité sur les droits civils et politiques. Et je dois noter que la Guinée, depuis 1994, n'a pas déposé de rapport comme ses engagements le prévoyaient devant ce comité. Donc nous y étions pour défendre, déposer et expliquer ce rapport devant le comité. Alors, bien entendu, vous voyez un tout petit peu ma situation, et quand vous êtes à Genève, pendant que vous êtes en train d'expliquer devant un comité d'experts qui représente les Nations Unies les difficultés structurelles que vous avez à construire un système démocratique qui respecte les droits humains, les difficultés conjoncturelles, mais aussi les réformes structurelles qui ont été entamées et bien sûr qui ont besoin de temps pour produire des effets. Et pendant que vous êtes dans la salle, vous apprenez encore ce déchaînement de violence entre les concitoyens. Vous voyez la gêne que cela procure et la tristesse. Les grandes gueules. Et cela m'a amené à penser à cette situation. Je dis que le problème des droits de l'homme en Guinée, c'est que nous avons du mal à avoir les droits de l'homme parce que dans les droits de l'homme, le mot homme n'existe pas en Guinée. Parce que si vous voulez les droits de l'homme, il faut que vous débarrassez les gens de leurs attributs particuliers. Et nous avons du mal, parce qu'en Guinée, le problème est simple. Si vous êtes face à la loi, vos attributs particuliers dominent. Si vous êtes d'un camp ou d'un autre, la loi sera bonne ou mauvaise, elle s'appliquera ou elle ne s'appliquera pas. Alors que la vertu des droits de l'homme, c'est qu'il s'applique à tout le monde parce qu'ils naissent de l'idée que la personne humaine est sacrée, que sa vie et sa dignité sont sacrées. Et pour cela, il faut qu'en Guinée, et parce que c'est ça aussi le problème, il y a 2 façons de voir les gens en Guinée. Leur ethnie et leur parti politique. Comme si tous les autres aspects ne comptent pas. Et cela me paraît extrêmement important. Pour ce qui est de la CNACIP, je crois que, alors c'est assez, à chaque fois que je viens ici, la question revient, j'ai beaucoup trop de respect pour
le peuple, pour mes collègues, pour l'État, pour moi-même, que de revenir sur un propos que j'ai tenu de façon tout à fait claire et nette. J'ai souhaité me mettre à l'écart de l'organisation de cet événement, puisque je ne voudrais plus que ma personne concentre l'attention plus que l'événement. C'est l'événement qui est important. C'est l'idée de la CENACIP qui est important. Donc oui, effectivement, je ne serai pas cette année impliqué dans l'organisation de la CENACIP. Alors, expliquez-nous le scénario. C'est une initiative de votre ministère et ça se passe sans vous. Mais le scénario est simple, madame. Je ne suis pas la République. C'est une loi de la République. Les grandes gueules. Je ne suis pas irremplaçable dans l'organisation. Oui, je sais. Elle a raison, mais je suis en train de répondre, si vous me permettez. La loi, elle est là. Je rappelle que c'est un département. En ce moment, il y a un comité d'organisation qui a été mis en place au niveau du département et qui est présidé par le secrétaire général du ministère. Rassurez-moi, je vous rassure, la CENACIP peut s'organiser sans moi. Bien. Et ça ne me paraît pas... Voilà, on n'a que 3 minutes. On va essayer d'évoluer, évidemment. On fait de la radio, ma foi. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Permettez-moi, avec tout le respect que je vous dois, en ce moment difficile pour notre pays, de vous dire à quel point nous pensons aujourd'hui que ce qui se passe dans notre pays est une honte pour chacun d'entre nous. Qu'on s'en prenne à une personne ou à ses biens du fait de son appartenance ethnique ou politique. Ces comportements sont odieux et irresponsables. Ils déshonorent la République et la société guinéenne. S'ils restent impunis par ailleurs, alors que personne ne se croit plus jamais à l'abri de l'arbitraire, de la violence et de la haine dans ce pays. Ce pays, malgré toutes ses potentialités économiques, humaines et culturelles, a du mal à s'élever et à progresser durablement parce qu'il vit avec des péchés inexpiés, des victimes dont les âmes et les cœurs continuent à pleurer par manque de justice et de solidarité. L'immobilisme, puisque c'est la vérité, de l'État face aux violences et aux douleurs des victimes est une invite à la répétition et une consécration de l'impunité. Depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, les victimes de notre pays n'ont que Dieu et leurs larmes comme consolation, face à un État qui laisse s'accumuler des montagnes de douleur, de tristesse et d'injustice. Et comme si cela ne suffisait pas, la politique, au lieu d'être un salut pour chacun d'entre nous, pour notre peuple, est devenue un enfer à ciel ouvert, un moteur de haine et une usine de violence aveugle et honteuse. Si l'État, principalement et fondamentalement, et les politiciens ne peuvent pas protéger notre peuple, chaque Guinéen, alors il ne reste plus pour ce peuple que de se protéger lui-même en refusant de tomber dans le piège honteux de la haine, de la violence et de la stigmatisation de l'autre qui leur sont tendus par ceux qui sont censés les protéger et qui font d'eux aujourd'hui des gibiers, des objets et des instruments de haine et de violence identitaire et politique. J'invite mes compatriotes à préserver ce qui reste de notre espérance nationale, de nos fraternités et de notre solidarité sociale. À défaut du bonheur dont ils ont légitimement droit, qu'ils sauvegardent leur vie, leurs biens, leurs liens de voisinage, leurs liens sociaux, leurs liens de citoyens. Je dis aux Guinéens qu'ils ne peuvent pas continuellement se prêter aux jeux sordides des politiques et de tous ces vendeurs d'illusions en tant qu'instrument et passerelle de haine et de violence, car ils seront les principaux perdants. Une nation, c'est l'égalité. Une nation, c'est la fraternité. Une nation, c'est la liberté. Une nation, c'est la justice pour tous. Et si l'État sera le responsable principal du fait de sa passivité face aux violences et à l'impunité, mais la population guinéenne sera aussi coupable du fait d'avoir accepté et d'accepter toujours d'être divisée et manipulée. À tous les pyromanes, aux fossoyeurs de nos idéaux nationaux et démocratiques, encore un effort. Vous aurez dans vos mains bientôt les cendres chaudes d'un peuple abandonné et trahi par ceux-là même qui étaient censés les protéger. L'État, les responsables politiques et religieux et sociaux. En attendant, honte à tous les pyromanes, à tous ces diviseurs de peuples qui opposent les frères et sœurs d'une même nation, semeurs de haine, accélérateurs de violence. Votre fin, qui que vous soyez, ne sera sûrement pas meilleure à celle des âmes citoyennes attristées. Cela, c'est Dieu qui le commande. Je dis aux Guinéens, quelle que soit leur appartenance, refusez
de devenir l'agneau de sacrifice de la politique. Les politiques sont là pour vous servir et vous protéger. À défaut, servez-vous, préservez vos voisinages, parce que votre vie coûte plus cher que les intérêts politiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Et avec notre invité, Moussa Moïsila, monsieur Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, avec nous dans ce studio. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue chez les grandes gueules. Bonjour. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Oui, bonjour. Alors, vous allez prendre le train en marche, monsieur le ministre. Nous étions dans un débat très houleux tout à l'heure là, autour des élèves hier qui sont sortis, pancarte à la main, slogan à l'appui, réclamant le retour des enseignants titulaires. De leur point de vue, ceux qui les remplacent n'ont pas le niveau. Aujourd'hui, quelle est la portée de votre analyse sur la réclamation des élèves? Pas la réclamation des syndicats, mais la réclamation des élèves. Vous savez, il faut passer d'une approche événementielle à une approche systémique. L'idéal pour tous les acteurs du système éducatif, élèves, parents d'élèves, enseignants, État et collectivités locales justement, c'est que l'école fonctionne selon les normes classiques, avec des enseignants titulaires qui sont dans leur classe motivés et à la disposition des élèves pour prodiguer l'enseignement. Mais le gouvernement a une responsabilité, c'est la continuité du service public, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou dans d'autres domaines, comme par exemple la police de l'air et des frontières. Même si c'est de mauvaise qualité? S'il vous plaît, quand il y a une rupture de service public, Les grandes gueules. l'État doit rétablir la continuité du service public. Mais avec de la qualité. Bien sûr. Voilà. Et ce que je voudrais proposer comme perspective, c'est de sortir de cette vision éparpillée des acteurs pour essayer de voir qu'est-ce que nous faisons ensemble. Il y a eu beaucoup d'études sur notre système éducatif. Nous connaissons les points faibles actuels de notre système éducatif. Les crises, on en fait deux choses. Soit modestement, on en fait des occasions d'apprentissage sur nos pratiques pour améliorer et notre organisation et nos dispositions légales et réglementaires et aussi notre connaissance du sujet. Ou on en fait une simple occasion de montrer que moi je suis le plus fort, j'aurai raison coûte que coûte et tout seul. Mais comme on est dans un système, personne n'a raison seul. On est obligé de poser la problématique autrement. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a constaté dans cette crise? Que d'un, nous avons tous besoin d'une école de qualité. De deux, que cette école de qualité ne peut se faire ni sans les enseignants, ni sans les élèves, ni sans les parents d'élèves, ni sans l'État. Deuxième considération qu'il faut garder à l'esprit. Monsieur le Premier ministre du gouvernement a affirmé que, sincèrement, dans le cadre actuel du budget 2019, où les cadrages ont été arbitrés, ce qui serait possible, c'est de travailler sur l'amélioration des conditions de vie et de travail. Je le dis en âme et conscience. Beaucoup d'entre vous ici ont commencé leur carrière professionnelle par l'enseignement. Et pourquoi? Parce que les esprits, excusez-moi, pas les meilleurs élèves forcément, mais en tout cas les gens qui sont les plus performants en classe, ont tendance à adorer le métier d'enseigner, parce qu'ils ont été à l'aise en classe eux-mêmes. Et si vous vous souvenez, on est dans un système aujourd'hui où on recrute les enseignants pour, en fait, tenir le taux de scolarisation du pays qui évolue assez vite avec la construction de nouvelles classes. Il faut interroger cela. Deuxièmement, est-ce que les conditions de vie, c'est seulement le salaire qui le garantit? Ou est-ce que c'est l'accès au logement? C'est les soins de santé pour soi et pour sa famille? C'est la garantie d'une retraite, disons, correcte? Qu'est-ce qui assure les bonnes conditions de vie et de travail pour un travailleur quelconque? C'est l'ensemble de ces mesures-là. Le salaire n'a jamais été le seul outil pour assurer la garantie de bonnes conditions de vie et de travail. Et le discours du gouvernement est ceci. Venez, on va voir ensemble, dans une perspective courte et longue, comment on peut travailler résolument dans une relation contractuelle entre l'État et les syndicats pour améliorer les conditions de vie de tous les travailleurs en général, des enseignants en particulier, qui restent et demeurent la priorité du gouvernement. Et je crois que cette offre du gouvernement reste valable. Il faut que nous tous, chacun sorte de son orgueil et de son quant en soi, qu'on essaye d'avancer les uns vers les autres. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des initiatives, qui sont encore là, à la disposition des syndicats, pour avancer ensemble vers une solution de sortie de crise. Ça reste la position du gouvernement. La première responsabilité du gouvernement, c'est de garantir le fonctionnement général de l'État. Et la faisabilité globale du budget. C'est ça, c'est responsabilité. Maintenant, les discussions catégorielles
doivent se faire légitimement en tenant compte de cet équilibre général. Voilà. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, notre invité ce matin chez les juges. Allez-y, Moussa Moïse. Monsieur le ministre, vous avez enseigné. Oui. Vous savez un peu de quoi nous parlons. Vous connaissez le quotidien des enseignants. Vous savez qu'ils ne sont pas les mieux lotis de l'État lorsqu'on parle des fonctionnaires. Alors, donc, lorsqu'on parle aussi de traitement salarial. Au contraire. Alors, les enseignants sont mieux payés que les autres fonctionnaires. Les grandes gueules. Depuis 7 ans, grâce aux réformes du professeur Alpha Condé. Non, grâce aux réformes. Moi, je vous parle. Oui. Parce que le travailleur, c'est aussi le rendement. Lorsqu'on parle de classement, il faut voir le travail qui est fait. En ce qui concerne la construction de l'État, on ne peut pas quand même mettre sur le même plan le travail que fait l'enseignant et un autre fonctionnaire. Ensuite, au regard de cela, de ce sacrifice pour la nation. Alors, lorsque l'État dit qu'il y a un recadrage budgétaire et tout cela, et que de l'autre côté, on annonce qu'au nom de ce même recadrage budgétaire, il faudrait que les contribuables puissent serrer la ceinture parce que l'État souhaite renforcer le budget de la présidence de la République. Comment peut-on décider de dire aux enseignants d'accepter qu'il n'y ait pas majoration de leur salaire et de l'autre côté dire aux contribuables tenez, vous devez serrer la ceinture parce que la présidence de la République a besoin d'un coup de main budgétaire pour son fonctionnement. Le budget de fonctionnement général des administrations publiques, des ministères, comme on dit ordinairement, a été réduit de plus de 20%. Oui. Le budget de la présidence de la République, je crois, de 40%. Je ne voulais pas anticiper la discussion sur la présentation du budget qui est avec l'Assemblée, et le Premier ministre en a la première responsabilité, mais je suis sûr qu'il sera d'accord avec moi de vous donner ces informations-là. Il y a eu une coupe budgétaire drastique. Les seuls secteurs protégés et par le président de la République et par le Premier ministre sont l'éducation, la santé, le développement rural. C'est ça aussi le paradoxe guinéen. On est en train, au sein du gouvernement même, de réduire le budget de fonctionnement de l'État et on vous fait croire le contraire. Pourquoi je vous dis cela? Non, c'est vérifiable. Hein? C'est vérifiable. Le budget est un objet légal public qui sera à votre disposition. On a réduit le budget de fonctionnement de façon très drastique de tous les départements ministériels. Sauf les départements de l'éducation, de la santé et du développement rural. Et de la condition féminine où il y a eu augmentation, de la jeunesse où il y a eu doublement du budget. Donc il y a une cohérence entre le budget 2019 et les orientations du président de la République. C'est peut-être l'innovation de ce budget-là, c'est qu'entre ce que le président dit, a donné comme cap pour le développement du pays et ce que le Premier ministre propose comme budget à l'Assemblée, il y a une cohérence totale. Il y a eu réduction du budget de fonctionnement de toutes les institutions publiques, à commencer par la présidence de la République. Alors moi, la question que je me pose, c'est que vous, État, vous avez obligation de négocier avec le SLEG. Ils sont à la grève, c'est vrai, c'est aussi leur droit. Oui. Vous devez négocier avec eux. Mais par le même moment, certes, on nous dit qu'il y a des négociations. Le Premier ministre sort, il fait ses annonces, des annonces plutôt rigides. Ensuite, il y a cette communication que l'on fait avec le Premier ministre, avec le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation. On fait donc une sorte de communication qui fait croire que le SLEG affaiblit. Est-ce que vous pensez que tout cela est pour arranger la situation? Est-ce que c'est favorable au dialogue qui doit normalement s'ouvrir en période de grève? Très sincèrement, je vous parlais de modestie tout à l'heure. On doit tous faire des efforts de modestie. Le gouvernement n'a pas pour objectif d'affaiblir le SLEG ou quelconque syndicat que ce soit. La mission du gouvernement est de faire fonctionner l'État et l'administration au mieux des intérêts généraux du grand nombre des Guinéens. Et ces intérêts généraux peuvent être perturbés par une revendication catégorielle. Notre devoir, effectivement, est de nous asseoir avec cette catégorie et de trouver des accords. Mais sincèrement, je crois aussi que tout le monde s'est rendu compte que seul, il ne peut pas ni trouver l'accord, ni sortir de l'accord. Ce qu'on peut faire, c'est de retrouver la table de négociation avec une grande humilité et une grande sincérité. Mais vous ne pensez pas que retrouver la table devient, dans le contexte actuel, assez compliqué, pour ne pas dire impossible. Pourquoi? Après les communications du Premier ministre, justement, qui, dans une interview à la RTG, a dit qu'il était impossible pour son gouvernement de faire face à cette revendication. Il est revenu là-dessus plus d'une fois, enfonçant le clou en disant que ce n'est possible ni en 2018, ni en 2019, ni en 2020. Encore moins en 2020. Donc comment vous jugez tout cela? Est-ce que tout cela contribue à faire espérer? Vous savez, c'est comme on dit souvent,
parfois on n'entend que ce qu'on veut entendre et on n'entend pas ce qu'on ne veut pas entendre. Le même Premier ministre dit qu'il est disposé à examiner avec les syndicats de l'éducation et les syndicats en général les voies et moyens pour améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions de travail et la qualité de l'enseignement qui préoccupe tant Roby. Et le même Premier ministre dit cela, mais on ne retient que ce qu'il dit sous les impossibilités structurelles. Il y a une contradiction. Oui, mais dans ce cas, il y a une contradiction. Non, permettez-moi, il y a une contradiction dans le langage du Premier ministre. Vous ne pouvez pas appeler à négocier sur des bases que vous fixez et au terme des négociations, vous dites que vous vous arc-boutez sur une idée qui dit que non, nous ne franchissons pas le cap de vos revendications. Les enseignants réclament. L'État discute avec eux. L'État n'a pas à leur imposer ce que Est-ce que vous négociez pas sur les réclamations des enseignants? Et je vais vous faire une petite historique de l'évolution, justement. C'est un peu comme un enfant qui vous demande du pain et vous lui proposez un petit beignet. Est-ce qu'il va le prendre? Non. Bien. Mais s'il n'y a pas de four dans le quartier, vous pouvez quand même dire à votre enfant, comme on n'a pas de four dans notre quartier, il faut qu'on se donne les moyens et le temps d'aller dans le quartier où il y a le four, acheter le pain. Voilà, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, avec notre invité ce matin, le grand oral à suivre avec Nabi Youssouf Kiridi Bangoura. Une pause de 6 minutes et on revient. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.